Ce matin, un attentat terroriste a fait 3 morts dans une église à Nice. Comment analyser ce nouveau drame? Faut-il avoir peur d'une nouvelle vague d'attentats? On en parle avec un des meilleurs spécialistes des questions de sécurité dans le monde. Voici Alain Bauer. Bienvenue Alain Bauer. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. Vous êtes un des grands experts des questions de sécurité dans le monde, professeur de criminologie à Paris, à Shanghai, à New York. Vous avez été consulté par Nicolas Sarkozy, vous avez aussi été le conseiller de Michel Rocard, mais aussi de la police de New York, de Los Angeles et de Québec. Ce matin, 3 personnes ont été sauvagement assassinées dans une église à Nice. Une femme égorgée et 2 personnes poignardées à mort. Comment vous analysez cette nouvelle attaque au couteau 13 jours après la décapitation de Samuel Paty? Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. Nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les écouter et ne jamais les croire. Donc il y a quelques années, M. El Adnani, le ministre des attentats de l'État islamique, puisque c'était sa définition officielle, le titre est un peu plus compliqué que cela, et mon arabe pas suffisamment précis pour que j'essaye de m'y remettre, avait annoncé que si on ne pouvait pas venir défendre le califat sur les terres du califat, il fallait avec tous les moyens, n'importe lesquels, tout ce qui vous tombait sur la main, frapper au cœur de l'ennemi. Et donc, depuis cette période, et depuis la fin du califat territorial, mais le califat virtuel existe toujours, et une partie du califat territorial aussi d'ailleurs. Oui, le califat a réussi ce coup merveilleux d'exister sur 2 terrains, l'un cachant l'autre. Le califat territorial, dont Ben Laden ne voulait pas, parce qu'il disait « si j'ai un territoire, je serai détruit sur ce territoire, et donc mon idée disparaîtra », alors que Baghdadi, qui avait le même conseiller que Ben Laden, Al-Souri, le Syrien, qui avait fait ses études en France. Il faut savoir que la France, en matière de terrorisme, est un pays exceptionnel. Nous avons inventé le concept, tout expérimenté et tout exporté. Et donc Al-Souri, qui est donc un étudiant syrien qui était le conseiller de Ben Laden, qui a essayé de lui vendre le califat, est passé chez Baghdadi pour lui vendre le califat. Là, il a réussi. Mais Baghdadi a été plus intelligent ou plus subtil ou plus pervers, vous choisirez les termes que vous voulez, en inventant 2 califats. Un califat territorial, un État, un proto-État, et puis un califat virtuel. Le califat virtuel survit, il inonde tous les maquis de la planète, il se développe. Et virtuel, comment? Réseaux sociaux? Réseaux sociaux, Internet, YouTube, messages. Idéologie? Ah, tout est... Voilà, au commencement était le verbe. Donc quand on nous dit que l'État... ou quand on pense que l'État islamique, il est disloqué, c'est faux. Non, c'est une illusion, c'est de la pensée magique, c'est pour se faire plaisir, mais non. Et donc, ils ont réussi à survivre malgré tout, et même à continuer à se développer, puisque vous avez aujourd'hui, en Afrique de l'Est, un développement très important des éléments soit liés à Al-Qaïda, soit à l'État islamique, puisqu'ils se concurrencent sauvagement, vraiment brutalement, et qui, par exemple, est autour du Mozambique, de la Tanzanie, bref, d'États auxquels on ne pensait pas traditionnellement. Donc il y a un gros développement qui est uniquement mobilisé par la transmission de l'idée et de la pensée, de l'existence possible d'un califat mondial, mais sans territoire. Après, on a appris en fin d'après-midi que l'assaillant est un Tunisien de 21 ans, arrivé sur le sol français en octobre, après un séjour à Lampedusa. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Non, on les aura par le procureur national antiterroriste, mais comme d'habitude, il devrait sortir à l'issue de cette période où on cherche à retrouver des informations. D'abord, beaucoup d'informations préalables, soit chez les Tunisiens, soit chez les Italiens, soit au niveau de la coordination des services de renseignement, parce que nous collectons... Vous ne pensez pas que ce genre d'assaillant est indétectable? Non. Vous pensez qu'il est détectable? Oui. Oui, Comment? Le renseignement, c'est 3 métiers, la collecte, l'analyse et l'action. En collecte, on n'a jamais eu autant d'informations sur autant de gens. On est noyé par l'information, on ne sait plus quoi en faire. L'analyse, on a été très défaillant et c'est très compliqué. C'est qui on? Tout, le service de renseignement, les États occidentaux. On n'est pas au niveau? Ah non, après, on est de mieux en mieux au niveau, mais on part de très très loin. En fait, notre histoire, c'est le contre-espionnage, pas du tout l'antiterrorisme. Le contre-espionnage, le temps est long, le secret est absolu, on parle à personne, on a peur de son épouse ou de son époux, ou de son compagnon ou de sa compagne, on cache tout, on parle à rien et surtout, on attend de remonter lentement jusqu'au sommet en attendant et sans faire en sorte que personne ne s'en rende compte. L'antiterrorisme, c'est exactement l'inverse. Tout est partage et tout est rapide. C'est le même service qui fait les deux. Donc le même service a commencé par faire ce qu'il sait faire. Du contre-espionnage. Et puis, il est devenu faire de l'antiterrorisme ultérieurement. C'est passionnant. On va faire une pause et on revient juste après. À tout de suite.
Deliveroo. Quotidien ce soir avec le criminologue Alain Bauer. Après l'attentat qui a frappé Nice ce matin, je le rappelle, 3 personnes ont été sauvagement assassinées dans une église ce matin. Comment la police peut-elle anticiper ces attaques, sachant qu'on a appris tout à l'heure donc, que l'assaillant était en France depuis genre 1 mois? C'est comme tout, en fait, on sait beaucoup de choses. Il faut arriver à les hiérarchiser, à les gérer. Regardez l'attentat qui a eu lieu avec le Tchétchène. Dans les jours qui ont suivi, vous avez vu ressortir toute une série d'éléments, de signalements, d'éléments qui ont été apportés aux uns aux autres. Donc, à Lampedusa, il y a probablement eu des éléments. Le terroriste qui a tué Samuel Paty est passé sous les radars du renseignement. Non. Non. En matière de collecte et de signalement, le renseignement a parfaitement fait son métier. C'est-à-dire que c'est remonté, il y a eu des signalements, des éléments, Pharos, etc. C'est la compréhension qui est difficile. Alors le fait de savoir... Pourquoi c'est pas traité? Pourquoi il n'y a pas cette compréhension? Pourquoi il y a cette étape qui manque? D'abord, c'est très récemment, depuis très peu de temps, qu'on a des analystes et que la DGSI a fait un immense effort de changement, sauf que le renseignement territorial, qui est la sous-traitance de la DGSI pour les choses qui apparaissent comme peu importantes, et vous-même, vous avez longuement expliqué pourquoi les premiers messages dans l'affaire Paty n'incitaient pas à mobiliser toute la DGSI du haut en bas. Un conflit scolaire sur un sujet où une jeune fille racontait une histoire, enfumait ses parents ou les mobilisait, etc. Quand on Donc voit c'est arriver... un raté. Oui, bien sûr. On peut être derrière toutes les alertes. Il y en a quand même tous les jours des alertes sur Internet, des menaces plus ou moins sérieuses. Des dizaines de milliers. Oui. Mais c'est justement le problème de l'art de la compilation par rapport à l'art de l'analyse. La compilation, c'est tout savoir sur tout. Par exemple, si vous décidez de faire une émission avec toutes les informations de la journée, vous auriez l'émission la plus informée de la planète et 0 téléspectateurs. Donc vous faites un tri, un choix. Vous mettez en avant certains sujets et pas d'autres parce que c'est votre expérience, votre compétence de journaliste, votre connaissance du sujet. C'est la même chose dans le renseignement. Le renseignement, c'est l'art de hiérarchiser et de mettre en avant des sujets. Après chaque catastrophe, tragédie terroriste, vous avez une commission d'enquête. Depuis 50 ans, elle raconte toute la même chose. 1, on savait tout ou presque avant. 2, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains ont une formule, we did not connect the dots. 3, ça serait bien que ça ne se reproduise plus. Et malencontreusement, ça se reproduit. D'abord parce qu'on oublie beaucoup. Ensuite, parce que transformer un service de contre-espionnage en service antiterroriste, c'est une révolution culturelle. Une vraie révolution culturelle. Vous ne pouvez pas demander aux mêmes personnes de faire long et secret et court et échange. Il faut juste choisir, ils deviennent dingues. Et donc c'est un processus où le temps n'est pas l'allié du renseignement, c'est son ennemi. Parce que pendant ce temps-là, et c'était ce que je voulais dire sur le cas Al-Adnani, lui, il a appelé dans sa tête des milliers d'opérateurs à attaquer partout. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a très peu, extrêmement peu. Il y a eu beaucoup moins d'attaques que ce qui était craint. J'ai moi-même expliqué qu'il y en aurait probablement des dizaines ou des centaines, parce que c'est le calcul qu'on se fait mentalement sur combien de gens peuvent être sensibles, combien sont sur les réseaux sociaux. En fait, il y en a eu très peu qui sont passés à l'acte. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dès qu'il y a un élément qui pousse un peu, c'est comme la dernière goutte, celle qui fait déborder le vase, elle n'est pas plus grosse que les précédentes, mais c'est celle qui permet de passer. Alors un événement, une situation, quelqu'un qui prend l'initiative de... Et vous avez une escadrille d'attaquants qui sortent puis qui vont redisparaître avant un autre épisode. On parle beaucoup des réseaux sociaux là, depuis le début de l'émission. Ce sont des amis ou des ennemis de la police? Les deux. En fait, ils servent beaucoup à fournir des tas de renseignements, parce qu'il y a des tas de gens qui passent leur temps à raconter des trucs absolument invraisemblables sur les réseaux sociaux et en sont glorifiés, ce qui permet de les retrouver, de les identifier, de les chercher. En même temps, on a un vrai problème, c'est que c'est le Far West, avec des trolls d'un côté et des criminels et des terroristes de l'autre, et qu'on a un problème, c'est qu'on a inventé une autoroute qui s'appelle les réseaux sociaux sans code de la route. Et qu'on a commencé par expliquer qu'il ne fallait surtout pas de code de la route parce que c'était dangereux pour les libertés. Et puis ceux qui défendaient le plus les libertés sont en train de se rendre compte qu'ils seraient les premières victimes d'absence du code de la route. Alors le code de la route, ça a plusieurs avantages. Ça permet à des voitures, des vélos et des piétons de coexister et de sortir vivants de leur rencontre sur un espace avec des feux rouges, des passages piétons, même des ceintures de sécurité. Et sans les réseaux sociaux, le terrorisme ressemblerait à quoi aujourd'hui? À ce qu'il existe avant. Il est là depuis très longtemps. On a eu des cassettes, des messages renéotypés. Non, il n'y a pas de problème. Depuis 1793, où nous avons conceptualisé le sujet, le terrorisme n'avait absolument besoin de rien pour exister. C'est la politique qui utilise la violence comme un autre moyen, puis l'État qui utilise la violence contre ses opposants. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. C'est l'État à terroriser ses opposants.
les Blancs, les royalistes, les Vendéens, etc. Puis eux-mêmes ont répliqué. Et c'est une montée en puissance permanente jusqu'au moment où il y a soit un accord, soit la paix, soit la destruction de l'adversaire. Le mode opératoire, décapiter ou égorger des innocents, pourquoi ce mode-là? D'abord, c'est facile. C'est beaucoup plus facile que de se procurer une arme à feu. Par ailleurs, voilà, vous pouvez l'acheter n'importe où, à la quincaillerie du coin, en piquer une sur une table, etc. Et puis, c'est un signal extrêmement profond de taper à la tête. C'est la tête, donc on tape la tête de l'ennemi, la tête de l'adversaire. Voilà, et puis ça a un effet terrible, puisque que vous ayez 10 victimes, 1000 victimes ou 100 victimes, quand vous avez un égorgement ou une décapitation, vous voyez l'effet médiatique que ça. Alors le terrorisme, c'est que de la violence et de la com. Oui, vous dites justement le terrorisme, c'est de la violence et de la com. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les médias, chaque fois qu'un attentat comme celui-ci, comme celui de ce matin se produit? Vous Comment on doit réagir? Paradoxalement, plutôt ce que vous faites. Alors, ce n'est pas un compliment spécifique, encore que moi je suis plutôt un fidèle de cette émission, mais la plupart des émissions, vous voyez, aujourd'hui j'ai eu 43 demandes d'intervention à chaud pour dire que je ne sais pas, inventer les hypothèses les plus invraisemblables dans toutes les chaînes d'infos possibles et imaginables. Ça, c'est mauvais, parce qu'il n'y a aucune pédagogie. La pédagogie, c'est la mise en perspective de l'explication et du moment où on attend. Alors, j'ai été invité chez vous depuis très longtemps, je ne suis pas invité de la journée, vous ne m'avez pas appelé brutalement à 18h52 en disant coucou, donc on était là pour autre chose. Il se trouve que ça s'est fait comme ça, et tant mieux d'ailleurs. Mais le vrai problème, il est qu'il n'y a aucun sens de la perspective. L'info en continu tue le sens de la perspective, l'explication. Elle meuble 18 personnes sur un plateau avec une sorte de course à l'échalote. Il y a peu d'espace. Alors, il y a des émissions sur les chaînes d'infos où il y a du temps, du décryptage, etc. Mais ce n'est pas leur fond de commerce, entre guillemets, et c'est le drame de cette affaire. C'est le bouche-trou avec une espèce d'augmentation, et puis beaucoup de commentateurs de commentaires, entre les toutologues d'un côté et les commentateurs de l'autre. Il y a un vrai sujet. Donc il y a une vraie inculture de sujet où on demande à des gens qui n'y connaissent rien de réagir, et la réaction n'est pas une explication. Je pense que c'est ça une partie du problème. Donc les médias ont un rôle, elles doivent parler du sujet, ne pas en parler serait encore pire que d'en parler mal, mais par contre, il faut se donner le temps de l'explication. Il y a de très bonnes émissions d'explication, de temps, de dialogue. Vous voyez, on ne s'est pas interrompu pendant 5 minutes et ça n'a pas dû faire baisser votre audience. Pas du tout. L'appel au boycott de plusieurs pays arabes, les relations avec Erdogan, les images du portrait de Macron piétiné et brûlé, l'attitude d'un grand pays comme le Qatar qui finance beaucoup de choses en France, tout ça est très inquiétant. Est-ce que la situation peut se dégrader ? Alors, elle peut se dégrader d'abord parce qu'on ne comprend pas ce que sont les pays en question. Pour vous, la Turquie, c'est la Turquie, et pour moi, c'est l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, il vient avec une nostalgie d'Empire ottoman. Il a un conflit qui n'est pas du tout avec le président Macron, elle a un conflit sur la domination du monde musulman. Quand l'ayatollah Khomeini sort la fatwa contre Salman Rushdie, il n'a absolument rien à faire de Salman Rushdie et de son bouquin. Il veut prendre la main sur le monde arabe. C'est la première fois qu'un chiite arrive à bousculer les sunnites sur leur cœur de métier. Les sunnites sont beaucoup plus nombreux que les chiites. C'est un conflit permanent dans toute l'histoire de l'islam. Et c'est le moment où l'ayatollah Khomeini se dit « Ah, je vais arriver à devenir le leader du monde musulman en tapant plus fort que les autres » sur cette affaire de verset satanique édité, roman de Salman Rushdie. Et depuis, il y a une course à l'échalote de qui va reprendre le pouvoir. L'Empire ottoman a été le gardien des lieux saints. Quand le président Erdogan, qu'on appelle le sultan, depuis qu'il est maire d'Istanbul, ça fait 30 ans, donc il n'y a aucune surprise, dit ce qu'il dit, il veut prendre le pouvoir parce qu'il a déjà été le gardien des lieux saints et qu'il considère que les Saoudiens sont là, mais que ce sont des mécréants et qu'ils ne devraient pas y être. Et tout le monde est dans cette espèce de logique. Alors, le Qatar est un tout petit pays, mais qui ne vit et qui ne survit dans son environnement compliqué qu'en ayant des investissements puissants à l'étranger, une chaîne de télévision qui rayonne et puis une espèce de logique sur je ne vais pas me fâcher avec les frères musulmans. C'est des conditions de survie. Donc ça ne vous fait pas plus peur que ça en fait ? Ça me fait peur parce que je trouve dommage qu'on soit, nous aussi, dans la course à l'échalote. Je pense que le fait de comprendre que ce n'est pas directement un sujet personnel, mais autre chose, et donc comprendre les fondamentaux des pays dans lesquels on va. C'est-à-dire, quand je vais voir un chef d'État ou un gouvernement, ou qu'on me demande de venir raconter quelque chose, je regarde toujours la carte qui est derrière le chef d'État en question. Et en général, elle n'a rien à voir avec l'idée qu'on a de la géographie. Le président Xi Jinping, il a la Chine du XIVe siècle. Vous avez une idée assez profonde. Et le président Macron, il a quoi ? Il a la carte de France, mais rappelez-vous François Mitterrand.
Il avait quoi? Une map monde avec Latché au milieu. C'était une indication très intéressante de comment il situait le monde. Et donc, il faut regarder les gens avec la culture qui est la leur, puis ensuite essayer de la comprendre, puis défendre ses propres intérêts. Et justement, en parlant de culture, notre culture, c'est la laïcité. Elle pose un problème aux djihadistes, mais on voit bien elle est mal comprise aussi par les pays anglo-saxons. On a une impression d'être un petit village gaulois avec notre laïcité incomprise par tout le monde. Il se trouve qu'on ne la comprend pas très bien nous-mêmes, notre laïcité. C'est parce que si vous demandez la laïcité à 15 différentes personnes, vous aurez 15 points de vue. La plupart des gens qui parlent de laïcité, notamment de la loi de 1905, ne l'ont pas lu. Alors la loi de 1905 est une défaite des ultra-laïcs. Ce n'est pas une victoire, c'est une victoire de Jean Jaurès, dont la phrase, au moment de cette négociation, était « La France n'est pas schismatique, elle doit être révolutionnaire », ce qui est une jolie phrase qui a expliqué pourquoi les radicaux ont échoué 5 fois de suite à faire une loi qui interdisait l'Église catholique centrale en France, qui, grosso modo, supprimait l'Église et laissait la religion. C'était une curiosité pour qui connaît l'Église catholique. Donc la réalité, c'est que la loi de 1905 n'est pas une loi de séparation. C'est une loi de libre exercice du culte sous le strict contrôle de l'État pour des motifs d'ordre public. Vous ne me croyez pas, lisez-la. Titre 5, ça s'appelle « Police des cultes ». Vous savez, pour une loi de séparation, un truc qui commence par faire la police, c'est qu'il y a un sujet. Alors, il faut remettre la clé du clocher, on ne peut pas faire de prêche les jours d'élection. Non, c'est très précis. On sent très bien où on va dans la loi de 1905. La loi de 1905, elle a tout prévu sauf l'islam. Et en 1921, les mêmes qui ont voté la loi de 1905, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, votent une subvention de 500 000 francs or pour construire la Société des Abous et lieux saints de l'islam, première mosquée, la plus grande mosquée de Paris, pour rendre grâce aux soldats musulmans morts pour la France. Les mêmes. C'est-à-dire que la laïcité qu'on imagine, qu'on fantasme, voilà, c'est pas une neutralité, c'est une dynamique. Ceux qui ont expliqué que la laïcité était une neutralité ont détruit la laïcité. Ils ont détruit la conception qu'avait l'État, qui du coup a sous-traité à des États étrangers, à des imams importés, la capacité d'expliquer ce qu'était une des innombrables versions, 5 grandes écoles déjà, rien que pour les sunnites, plus les chiites, de ce qu'était le Coran. Et donc il faut comprendre que nous sommes sortis du jeu nous-mêmes, nous avons sous-traité à d'autres et nous nous étonnons que le truc nous échappe. La laïcité, c'est une dynamique avec une forte puissance de ce qui est une curiosité en France. L'État a construit la nation dans ce pays. Dans tous les autres pays, la nation a construit l'État, sauf chez nous. Et donc l'État, il doit simplement redevenir l'État. Pour l'instant, il est mou, il est agonisant ou comateux, et donc il a un problème de réexistence. Et le terrain de l'école, comme le terrain de la foi, sont le même terrain. C'est le terrain de la connaissance et de la diffusion. C'est pour ça qu'il n'y a plus de débat entre le curé et l'instituteur. Ils sont dans le même bateau. Ce bateau-là, en France, il est celui de la République et celui de la laïcité, qui est le respect des croyants et le fait qu'ils n'imposent rien aux autres. On demande à la politique, à la police, à la justice de régler le problème du terrorisme, et les citoyens, ils peuvent faire quoi? Vous avez eu un trop joli moment sur la résilience tout à l'heure. Oui, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Comment vivre au temps du terrorisme », qui s'appelait Vigilance, résilience, résistance ». Alors, le citoyen, c'est très étrange en France, on lui dit, s'il se passe quelque chose, cache-toi, très bien, tire-toi, pourquoi pas, préviens les autorités. Si vous allez aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, puisqu'on était sur un débat anglo-saxon tout à l'heure, vous avez résiste. Si tu peux, résiste. Et cette option n'est pas offerte en France. C'est très étrange. Alors que de qui on parle? De l'homme au scooter à Nice, qui essaye de contrôler le camion fou, de la femme au parasol à la gare de Marseille, du policier qui décide contre toutes les instructions possibles et imaginables de tirer dans le Bataclan pour faire cesser le massacre. Tout cela sont ceux qui ont trouvé les moyens d'être des résistants. Ils ont sauvé des gens. On n'est pas obligé de mourir pour être un résistant. On peut faire des tas de choses. Donc les citoyens, ils sont au cœur justement de ce que doit être l'antiterrorisme. Et d'ailleurs, une partie du succès terrible de Pharos, c'est les citoyens. C'est la cousine qui dit mais lui, il va commettre un attentat, faites quelque chose, etc. Donc cette mobilisation, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment valorisée par l'État, qui a un peu honte de son impuissance et de la mobilisation des citoyens. Donc il faut qu'il la digère, il n'est pas habitué. Merci Alain Bauer, c'était passionnant et vous reviendrez pour parler de ce dont on devait parler aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup Alain Bauer. À bientôt.